L'histoire commence avec un jeune garçon nommé Ryo qui se retrouve dans un étrange endroit blanc. Il se demande si c'est l'au-delà, mais ensuite un homme blond aux cheveux blancs sort de la brume épaisse et lui dit que ce n'est pas l'au-delà, mais qu'il est malheureusement décédé dans un accident. Ryo se souvient d'avoir été percuté par un camion et demande au gars s'il est Dieu, mais le blond dit qu'il est en quelque sorte comme un ange. Alors Ryo décide de l'appeler faux Michael. Après cela, Michael dit à Ryo qu'il va maintenant être réincarné dans un autre monde. Appelé fille, mais étonnamment, il n'a reçu aucune mission, donc il peut choisir de vivre comme il le souhaite. En entendant cela, Ryo dit que dans ce cas, il aimerait vivre une vie tranquille. Michael exauce ce souhait et lui dit que le monde vers lequel Ryo se dirige s'appelle Phi, un endroit rempli de magie où seulement environ 20% des humains peuvent réellement lancer des sorts. Il ajoute que l'élément le plus compatible avec Ryo sera l'eau, et puisqu'il a demandé un mode de vie tranquille, son nouveau départ se fera dans la forêt de Rondo, avec une maison prête à l'emploi dotée d'une barrière magique pour éloigner les monstres. De quoi tenir 2 mois en nourriture. Ensuite, Ryo ouvre les yeux dans sa nouvelle maison et se promène pour l'explorer. Il trouve une pièce magique glacée avec beaucoup de viande, un bain, un couteau, et quelques livres sur les monstres, et remarque qu'il peut les lire même s'il n'a jamais appris la langue de ce monde. Après cela, il sort pour essayer sa magie et tente un sort de boule d'eau, puis réalise rapidement qu'il n'a pas vraiment besoin de prononcer d'incantation, s'il peut visualiser clairement le sort dans son esprit. Après cela, il va prendre un bain mais réalise qu'il ne peut produire que de l'eau à température ambiante, donc naturellement, il essaie de faire du feu en utilisant la technique classique de l'homme des cavernes. Cependant, cela s'avère être un échec complet, grâce à ses petits bras frêles. Se sentant vaincu, il décide d'utiliser la lumière du soleil pour allumer un feu et essaie de créer de la glace en imaginant les molécules d'eau se rassembler. En plongeant dans les souvenirs maudits de ce livre de chimie qu'il n'a probablement jamais ouvert sur Terre, il canalise tout ce dont il se souvient. À propos des liaisons hydrogène et, étonnamment, ça fonctionne. Après cela, il crée une lentille de glace et l'utilise pour allumer un feu pour son bain et se demande s'il peut d'une manière ou d'une autre utiliser ses connaissances scientifiques pour créer directement de l'eau chaude aussi. Le lendemain matin, en prenant son petit déjeuner, il pense qu'il devra améliorer ses compétences car une fois qu'il sera à court de nourriture, il devra sortir chasser des monstres. Ensuite, il sort et commence à s'entraîner à la magie offensive en lançant une boule d'eau sur un arbre, mais cela ne fait presque aucun dégât. Il essaie alors de lancer un sort de jet d'eau mais finit par être tout aussi décevant que son visage l'est. Il se souvient des conseils de Michael selon lesquels la base de la magie est l'imagination et continue à pratiquer ses sorts pendant des semaines. Une fois qu'il les maîtrise, il essaie de créer des lances de glaçons mais échoue à les lancer sur sa cible. Les jours passent et Ryo prouve qu'il est capable de créer des cristaux de lances de glaçons instantanément, bien qu'il tombe toujours inutilement au lieu de voler comme il le devrait. Décidant qu'il est temps de changer de décor, il fabrique une lance de fortune avec son couteau et se dirige dans les bois pour ramasser du quartz afin de pouvoir cuisiner sa nourriture le soir également. Dans la forêt, il tombe sur de magnifiques paysages, de l'eau claire qui coule, et aperçoit même des pierres de quartz près de la rive, ce qui le rend heureux. Il dit qu'il va ramasser des herbes médicinales et rentrer chez lui, mais soudain un sanglier de moindre taille surgit des buissons et se précipite sur lui par derrière. Juste au moment où la bête s'apprête à l'aplatir, il se souvient comment il est déjà mort une fois et décide qu'il ne laissera pas ça se reproduire. Il saute de côté juste à temps. Le sanglier charge à nouveau, mais cette fois Ryo forme rapidement un lien de glace au sol, rendant toute la zone glissante. Alors que le sanglier glisse, il fonce droit dans un piège de 16 lances de glace que Ryo a installé sur place. Les pics glacés le transpercent, et voilà, notre héros remporte sa première victoire. De retour, il consulte le compendium des monstres et découvre que le soi-disant terrifiant sanglier inférieur était en réalité le plus faible de tous les monstres. En feuilletant le livre, il remarque que les 2 dernières pages sont marquées comme une édition spéciale, alors il saute le reste et passe directement à celle-ci. Une page liste des dragons capables de détruire des villes entières. Il y a même une note lui conseillant de commencer à courir s'il en voit un, bien que cela mentionne également qu'échapper à un dragon pourrait même ne pas être possible. La 2e page présente des créatures appelées Akuma, qui sont clairement indiquées dans le compendium comme n'étant pas des anges déchus. Il lui dit simplement de prier pour ne jamais en croiser un. Le lendemain matin, Ryo part pour son 2e voyage dans la jungle, laissant enfin derrière lui les vêtements usés qu'il avait apportés de la terre. Cette fois, il tombe sur des fruits délicieux, et juste au moment où il commence à profiter de l'instant, un monstre oiseau apparaît en agissant comme s'il possédait l'arbre à fruits. Ryo se souvient instantanément que c'est un faucon assassin, un monstre capable d'utiliser la coupe d'air. Une forme dangereuse de magie offensive d'air invisible. Cependant, sa véritable menace réside dans son bec tranchant comme une lame. En courant, Ryo réalise qu'il n'est peut-être pas assez rapide pour échapper au monstre. Alors il essaie le feu et l'eau contre lui, mais échoue misérablement. Juste au moment où le faucon plonge vers lui, Ryo lève instinctivement un bouclier de glace, qui non seulement bloque l'attaque mais frappe l'oiseau avec un contre brutal.
Il essaie rapidement de suivre avec sa lance, mais le faucon parvient à s'échapper avec un œil blessé. Rio tombe au sol, pensant à la façon dont sa vie paisible et lente a pris un tournant bien plus intense que prévu. Pour aggraver les choses, toute cette course l'a complètement perdu, mais cela finit par le conduire à un lac magnifique. Là, il aperçoit un homme sans tête caressant calmement son cheval sans tête. Après avoir contemplé cette scène bizarre mais étrangement majestueuse, Rio finit par retrouver son chemin vers la maison. Au fil des jours, il maîtrise enfin sa lance de glace tant attendue, assez puissante pour éliminer un ennemi en un seul coup. Il se met aussi à la pêche et renforce sa magie de barrière de glace défensive. Lors d'une de ses aventures, il se dirige vers l'océan et essaie de nager, pour à peine échapper à un poulpe curieux. Son entraînement porte ses fruits avec la découverte de nouveaux sorts comme le jet abrasif, une technique suffisamment tranchante pour couper à travers la roche solide. Une nuit, après avoir l'impression d'avoir enfin bien maîtrisé sa magie, Rio saisit une lame de glace et sort pour défier le Dulahan sans tête. Il se demande si cette figure mystérieuse est vraiment un monstre ou simplement trop avancé pour être répertorié dans le compendium des débutants. Sans trop réfléchir, les deux s'engagent dans une bataille intense, et comme prévu, notre gars finit par perdre. Pourtant, il prend l'habitude de se présenter nuit après nuit, et avec le temps, Dulahan commence à agir davantage comme un entraîneur. Le mentor silencieux apprend même à Rio comment forger correctement une épée de glace et finit par lui donner une lame à lui. Rio l'accepte sans hésitation, la considérant comme une récompense précieuse. Le lendemain, alors que notre Mowgli se lance dans la forêt, un énorme oiseau noir fond soudainement. Il ne faut pas longtemps pour que Rio le reconnaisse comme le même faucon assassin qu'il avait affronté auparavant, désormais évolué et visiblement de retour pour se venger. N'ayant pas d'autre choix, il se prépare pour un nouvel affrontement. Il érige 10 couches de murs de glace, mais la créature implacable les traverse sans hésiter. Il lance sa fidèle lance de glaçon, pour se rendre compte que le faucon a d'une manière ou d'une autre acquis une capacité d'annulation magique tout droit sortie de Black Clover. Pour aggraver les choses, l'oiseau déclenche une décharge de tonnerre, forçant Rio à enfin dégainer l'épée offerte par le Dulahan. La lame tranche net même les attaques magiques comme les coups d'air tranchants. Et d'un dernier mouvement, Rio la plante directement dans le corps du faucon. Il offre à la bête évoluée le duel qu'elle mérite et recule, retirant son épée en la remerciant pour le combat qui l'a aidé à devenir plus fort. Comme si la journée n'était pas déjà assez mauvaise, les choses prennent un tournant encore plus fou quand un énorme dragon rouge descend pour discuter. Le dragon s'illumine en réalisant que sa télépathie fonctionne vraiment et demande à Rio s'il a vu passer un grand oiseau noir. Rio bafouille nerveusement des excuses et avoue qu'il a peut-être abattu l'oiseau, pensant que c'était un des sbires du dragon. À sa surprise, le dragon a l'air impressionné et remarque même l'épée à la taille de Rio, la reconnaissant comme la lame du roi des fées. Profitant du moment, Rio décide de poser au dragon quelques questions longtemps attendues sur ce monde. Ils finissent par parler toute la journée, se liant autour de choses aléatoires jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher derrière les arbres et que le dragon se souvienne soudain que sa femme ne lui pardonnera pas s'il reste dehors plus longtemps. Juste avant de s'envoler, le dragon se présente enfin, loin. Regardant tout cela de loin, Monsieur Michael Factice semble très intrigué par le gamin qui se lie d'amitié sans façon avec des dragons millénaires. Il réalise que Rio a éveillé un trait secret, quelque chose que personne d'autre n'a possédé depuis une fille il y a plus de 10 000 ans, et son trait s'appelle la jeunesse éternelle. Le lendemain, Rio commence à avoir envie de fruits de mer et se dirige vers la mer. Là, il tombe sur un navire échoué qui semble avoir été pris dans une tempête. Parmi les débris éparpillés, il trouve un cadavre, ce qui lui fait ressentir une pointe de chagrin. Mais juste à ce moment-là, il entend quelqu'un gémir de douleur et découvre une autre personne qui s'accroche à la vie. Rio ramène l'homme dont le nom s'avère être Abel chez lui. Lorsqu'Abel se réveille, il trouve ses affaires soigneusement disposées sur la table à côté de lui. Il sort, regardant autour de lui et se demandant à voix haute où il a bien pu atterrir. Rio le suit bientôt, visiblement soulagé que l'homme ait survécu et montrant un véritable souci. Cependant, Abel devient un peu méfiant lorsqu'il réalise qu'il n'a pas du tout senti la présence de Rio. Il trouve aussi les vêtements que porte le gamin un peu étranges mais remarque quand même ça. Bonne éducation et choisit de commencer par un vrai merci plutôt que de formuler une quelconque plainte. Rio semble joyeux mais finit par s'excuser, disant que c'est dommage qu'Abel ait été le seul qui n'a pas fini en cadavre. Abel, cependant, ne semble pas trop dérangé et explique que les autres étaient de toute façon des contrebandiers. Quand il entend le ventre d'Abel gargouiller, Rio propose de discuter autour d'un repas et l'emmène à l'intérieur. En mangeant, Abel apprend que Rio n'a pas de vêtements parce qu'il n'a pas pu fabriquer de fil. Quand il demande pourquoi Rio ne pouvait pas simplement en obtenir d'une ville, Rio explique que là-bas, il n'y a ni ville ni même une seule personne vivant à proximité. Impressionné par le repas, Abel demande si Rio l'a fait tout seul. Rio crée alors de l'eau dans un bocal et révèle qu'il est un mage de l'eau. En entendant cela, Abel remarque qu'on peut utiliser la magie dans presque la moitié des foyers de la province centrale, même s'il ne sait pas s'en servir lui-même.
Cela laisse Rio perplexe, car cela contredit ce que Monsieur Faux Michael lui avait dit plus tôt, à propos du fait que seulement 20% des gens savent utiliser la magie. Abel demande alors si Rio peut lui montrer le chemin vers la côte, et Rio accepte avec joie. Alors qu'il traverse la jungle, Abel demande à Rio s'il utilise un bâton. Quand Rio avoue qu'il n'en a pas, l'humeur d'Abel baisse un peu, supposant que c'est probablement à cause de la vie difficile qu'il mène. Réalisant que Rio serait presque inutile dans un combat sans bâton, Abel propose de prendre la tête si des monstres apparaissent. Rio essaie de minimiser, mais quand Abel insiste en disant qu'il ne peut pas toujours être celui qui est secouru, notre gars cède et le laisse prendre l'avant. Lorsqu'il atteigne enfin la côte, il découvre que les corps des contrebandiers sont introuvables. Rio suggère qu'ils ont soit été emportés par des monstres, soit simplement balayés par la marée. Abel fait remarquer calmement qu'il aurait fini de la même façon si Rio n'avait pas intervenu, et lui dit de laisser tomber les formalités et d'arrêter de l'appeler monsieur. Rio fait valoir qu'Abel est plus âgé que lui, mais accepte tout de même et, juste comme ça, les deux commencent à se sentir plus comme des amis. Abel descend de l'épave et dit à notre garçon que, malheureusement, il n'a pas pu trouver ce qu'il cherchait. Rio demande ce qu'il prévoit de faire maintenant. Leroux dit qu'idéalement, il veut retrouver ses alliés et, pour cela, il doit se rendre dans une ville appelée Lune. Mais il craint d'avoir dérivé trop au sud. Rio admet qu'il n'a aucune idée d'où se trouve Lune, mais il est assez sûr que le voyage vers le nord ne sera pas facile. Abel lance alors une demande plutôt égoïste, demandant à notre gars s'il peut juste considérer cela comme un travail et l'accompagner dans le voyage. Il est bien conscient qu'un mage sans son bâton ne serait qu'un poids mort, mais pense que Rio pourrait au moins être utile en tant que guide. Après une brève pause, Rio répond qu'il est d'accord pour être le guide et dit qu'ils partiront demain puisqu'il a besoin de temps pour se préparer avant de partir. Plus tard dans la nuit, Rio commence à se préparer pour entrer dans la jungle, et quand Abel demande pourquoi il part si tard, notre gars dit simplement que la personne à qui il veut dire au revoir ne se montre qu'à cette heure-ci. Pauvre Abel commence à se demander qui cela pourrait bien être, pensant peut-être que Rio s'en va dire au revoir. Un adieu à quelques fantômes puisqu'il n'y a aucune chance que quelqu'un soit dans une jungle comme celle-ci, ou peut-être qu'il s'en va rendre hommage à un camarade tombé, bien que finalement, il décide qu'il vaut probablement mieux ne pas questionner le bizarre rituel auquel Rio se livre. Rio atteint l'endroit et appelle le roi des fées. Il lui dit qu'il sera loin de la forêt de Rondo pendant un certain temps et le remercie pour tout ce qu'il a fait. Il demande même une bagarre et donne tout ce qu'il a. Comme cadeau d'adieu, le roi des fées sort de l'eau un costume élégant, et le lui tend. Rio l'accepte avec fierté. Le lendemain, il porte le costume, se prépare, et part en voyage avec Abel. En chemin, il tombe sur un sanglier mineur qu'Abel abat, facilement grâce à une compétence de combat appelée empalement total. Rio est impressionné et demande ce que sont ces compétences de combat. Abel suppose qu'un mage ne connaîtrait pas ce genre de choses et explique qu'il s'agit de techniques utilisées par des personnes qui combattent avec des armes comme des épées. Toute la journée se passe à pied, et la nuit, ils se reposent au pied d'un tronc d'arbre. Le lendemain matin, ils reprennent leur voyage. Après avoir entendu quelque chose à proximité, ils tombent sur des hommes lézards. Abel a l'air un peu inquiet, disant qu'ils pourraient être des adversaires coriaces dans le marais. Alors ils font un détour par les bois. En marchant, Rio dit à Abel que les hommes lézards semblent de les suivre et de se préparer tous les deux à un combat. Abel s'inquiète encore de la façon dont Rio va se débrouiller sans bâton, mais à ce moment-là, notre gars utilise son atout, la lance de glaçon, et élimine 4 des hommes lézards en un seul coup. Rio dit à Abel de se préparer car d'autres ennemis arrivent et, peu de temps après, ils anéantissent ensemble les hommes lézards restants. Une fois la bataille terminée, Abel regarde Rio et lui demande des explications sur le sort qu'il vient d'utiliser. Étonné qu'on puisse lancer 4 lances de glaçon avec une seule incantation. Rio hausse simplement les épaules puis ajoute que ce genre de les choses sont assez normales en ce qui concerne la magie de l'eau. Il forme ensuite une coupe de glace et offre de l'eau à Abel avant qu'ils ne reprennent leur route. Cependant, voyant que Rio utilise une incantation différente cette fois pour invoquer de l'eau, fait hausser un sourcil à Abel, mais notre gars passe cela sous silence avec une excuse bancale, prétendant qu'Abel doit se faire des idées. Alors qu'il continue à marcher, Abel sort une pièce de bronze et la montre à Rio, qui s'excite étonnamment rien qu'en en voyant une. Cela pousse Abel à lui parler des 3 provinces centrales. Rio s'anime en entendant le nom du royaume des chevaleresques, mais fait immédiatement une grimace à la mention de l'empire d'Ibli, se plaignant qu'il ne voudrait jamais être appelé citoyen d'un endroit avec un nom aussi ridicule. Juste au moment où le paysage commence à s'ouvrir, le duo tombe sur un nid de golem de pierre. La plus grande préoccupation de Rio, cependant, est de savoir pourquoi le golem n'a pas l'apparence humanoïde comme il l'avait toujours imaginé. Abel décide de charger et utilise sa compétence d'empalement total pour percer un trou directement à travers le golem, mais la créature se régénère instantanément et riposte violemment. Rio dit alors qu'il veut essayer un nouveau sort, et sans trop de cérémonie, il transforme son mur de glace en un cube massif qui s'écrase, réduisant le golem en morceaux. Abel regarde avec confusion car d'après ce qu'il sait, des batailles comme celle-ci ne sont pas
Censé être si facile, pourtant Rio continue de donner l'impression que c'est sans effort. Une fois le combat terminé, il trouve une énorme pierre magique jaune, et à en juger par son apparence, Abel suppose que le monstre a dû tout détruire dans la région. Rio dit qu'il aurait aimé collecter les pierres des autres golems aussi. Mais malheureusement, il les a toutes écrasées sous ses cubes de glace. Un peu plus tard, le duo tombe sur une créature géante ressemblant à un hippopotame, et le rouquin la qualifie de Behemoth. Rio se demande s'il devrait l'abattre, mais Abel rejette immédiatement l'idée. Juste à ce moment, une bande de wyverns arrive, et au lieu de paniquer, Rio s'illumine. Comme s'il venait de décrocher des places au premier rang pour un combat de monstres. Les deux parient même sur le vainqueur, et le Behemoth l'emporte. Avec un rugissement profond que Rio explique comme une négation magique. Plus tard dans la nuit, alors qu'il campe, Rio taquine Abel à propos de son envie. Voir le deuxième round entre lui et le colosse. Abel le fait taire immédiatement, qualifiant toute l'idée de ridicule. Abel évoque de nouveau la négation magique, disant qu'il n'a entendu parler que de pièges, avec ce genre d'effet dans les donjons. Le mot donjon attire instantanément l'attention de Rio, qui commence à accuser Abel de cacher tous les détails intéressants, demandant s'il y a plus qu'on ne lui a pas dit. Abel demande alors à Rio s'il sait quelque chose sur les elfes et les nains, et la façon dont il les décrit correspond parfaitement à ce que Rio connaît déjà. Le lendemain matin, alors qu'ils repartent, Rio mentionne qu'une fois qu'ils auront traversé les montagnes, ils atteindront le territoire humain. Cela fait hésiter Abel un instant et il demande comment Rio sait tout ça. La vérité, c'est que le dragon rouge lui a dit, mais au lieu d'expliquer, Rio écarte la question et qualifie la source de sa connaissance de quelque chose au-delà de la compréhension humaine. Et d'une manière ou d'une autre, Abel l'accepte sans insister davantage. Alors que les deux marchent paisiblement, un gigantesque griffon apparaît soudain, les effrayant tellement qu'on dirait qu'ils se sont tous les deux fait dessus. D'une manière ou d'une autre, Rio active toutes ses cellules cérébrales en même temps et lance un morceau de viande dans le ciel, disant à Abel de faire pareil. Le griffon accepte l'offrande et s'envole, donnant l'impression que la bête n'était qu'un percepteur vérifiant le paiement. Les deux poussent un énorme soupir de soulagement, sachant qu'ils n'auraient pas survécu pour raconter l'histoire si le percepteur les avait trouvés suspects. Abel soutient que quelque chose ne va vraiment pas dans cet endroit, puisqu'aucun humain n'a rapporté avoir vu des griffons ou des behemoths depuis des siècles. Rio hausse simplement les épaules, disant que ces humains n'avaient probablement pas fait assez d'efforts. En avançant, il tombe sur un groupe de wyverns en train de déguster leur repas. Abel fait remarquer qu'il faudrait au moins 20 aventuriers expérimentés pour s'en occuper. Et encore, il y aurait de lourdes pertes. Mais Rio réplique que, puisque c'est clairement leur territoire, ils devront les affronter, maintenant ou plus tard. Il parvient à convaincre Abel de se battre, et après avoir immobilisé les créatures avec ses glaçons, il demande à Abel de les achever, ce qu'il fait. Quand d'autres wyverns arrivent, Rio les élimine comme si de rien n'était. Abel reste là, essayant de comprendre comment ils ont réussi ça et ont même réussi à récupérer de grosses pierres magiques vertes. Mais avant qu'ils ne puissent célébrer, une autre vague de wyverns apparaît, cherchant à se venger, et cette fois c'est Abel dont les mangeurs déclenchent le combat, devenant clairement accro au combat grâce à l'influence de Rio. Alors que le gars sort enfin de cette chaîne de montagnes monstrueuses, Abel se demande, à voix haute où ils ont atterri, soulignant qu'ils sont allés assez loin au nord. Rio donne une réponse lasse mais honnête, disant que n'importe quel endroit en dehors de l'Empire WA lui convient. Abel le rassure ensuite, expliquant que l'Empire se trouve encore plus au nord que l'endroit où il se dirige maintenant. À ce moment-là, Rio aperçoit une route qui coupe d'est en ouest. Alors qu'il s'en approche, Abel jette un coup d'œil en arrière, vers les montagnes menaçantes, avec une lueur d'inquiétude. Il hoche alors la tête vers le sentier qui mène à l'ouest, d'un air assuré, en précisant que cela devrait les emmener jusqu'à la ville de Kalati. Les deux commencent à rêver à voix haute de trouver un vrai lit où se reposer. Et Rio recommande avec enthousiasme la cuisine locale, affirmant que le voyage en vaut la peine rien que pour ça. Ce soir-là, il se présente à la guilde où Abel dit à notre garçon qu'il devrait s'inscrire lui-même, car la carte de la guilde peut certainement s'avérer utile et même lui permettre d'éviter les frais d'entrée. Il rappelle à Rio combien il a généreusement payé une pièce d'argent. Il a mis une pièce en son nom et a agi comme son garant. Rio demande en plaisantant si c'était une sorte de plan douteux, ou Abel essaierait de le faire passer pour son sermon. Abel trouve ce genre de truc bon marché bien en dessous de ses standards. Après leur petite séance de moquerie, Abel l'informe des autres avantages de s'enregistrer, comme pouvoir vendre des pierres magiques et des matériaux de monstres à de meilleurs prix. La seule autre option serait de partir à la recherche d'un alchimiste pour en vendre un. Juste à ce moment-là, la serveuse apporte un plat de curry au riz. Rio se rappelle les nombreuses histoires de High Sky qu'il avait lues où le héros devait se casser le dos juste pour manger du curry, mais le voilà en train d'en manger sans même essayer. Au moment où il prend une cuillerée de curry dans sa bouche, notre garçon devient fou et demande même une seconde portion. Le lendemain, en partant pour Loon, Rio recommence son numéro de victime en accusant Abel de lui cacher encore un secret. Il agit comme un prince exigeant de savoir s'il y en a plus. Rio veut maintenant en savoir plus sur les bonbons et Abel joue le jeu.
Peu après, le duo arrive dans la ville de Lune où un garde, nommé Nimmer, est super excité de revoir son camarade perdu. Abel attribue à Rio le mérite d'être revenu vivant et Nimmer remercie personnellement notre garçon. Abel paye aussi les frais d'entrée pour Rio et tous deux se dirigent directement vers la guilde. Abel lui dit qu'il peut même faire monter son inscription en grade parce qu'il est avec lui. Quand notre garçon demande ce que cela signifie, Abel explique que d'habitude quelqu'un commence au rang F. Le rang, mais si l'on le soutient de quelqu'un au-dessus du rang B, ils peuvent passer directement au rang D. Rio dit au gars qu'il est fier de lui puisqu'il doit être au-dessus du rang B. Abel parle ensuite des avantages d'avoir un rang élevé, comme obtenir des missions mieux payées, tout en soulignant qu'avec la quantité de gemmes que Rio a récolté, l'argent ne sera pas un problème pour lui de sitôt. En fait, il craint même que s'il essayait de vendre tout en même temps, cela pourrait faire chuter le prix du marché. Pourtant, Abel reste optimiste, en disant que le maître de la guilde devrait être assez intelligent pour s'en rendre compte tout seul. Dès que tous deux entrent dans la guilde, la réceptionniste hurle presque le nom d'Abel, et tout l'endroit s'embrase d'enthousiasme en le voyant vivant. Tout le monde se rue vers lui comme s'il était une sorte de célébrité. Voyant le roux entouré de visages familiers, Rio sourit discrètement et s'en va en se disant qu'il risque juste de gêner. Dehors, le seul elfe de la ville passe, vêtu d'une tenue verdâtre, et remarque immédiatement la robe que Rio porte. Quand il lui demande si quelque chose ne va pas, elle répond simplement qu'elle admirait la robe remarquable, le qualifiant de personne intéressante avant de s'excuser poliment, en disant qu'elle doit aller ailleurs. Et en espérant qu'ils se reverront. Alors qu'elle disparaît dans la rue, la porte de la guilde s'ouvre et Abel sort à la recherche de Rio. Il le tire rapidement à l'intérieur et le présente à tout le monde, l'appelant son sauveur et annonçant qu'il s'inscrira en tant qu'aventurier. La foule l'accueille chaleureusement, remerciant le garçon d'avoir sauvé leur ami et de s'être occupé de lui. Abel emmène alors notre gars directement à la réceptionniste, lui demandant de l'inscrire au rang D sous son endorsement. Cela la prend clairement au dépourvu, car personne de l'épée cramoisie n'a jamais personnellement recommandé quelqu'un auparavant, donc ce petit geste en dit long sur la valeur de Rio. Bien que la réceptionniste semble comprendre le message, elle évoque tout de même la procédure habituelle, en disant qu'ils devront d'abord le tester pour vérifier ses capacités. Abel demande alors à parler au maître de la guilde pour discuter de cela et de quelques autres choses, donc la réceptionniste s'en occupe et leur dit d'attendre dans la salle de réunion. Au moment où la nouvelle arrive qu'Abel est en vie, le maître de la guilde se précipite, pensant probablement qu'un fantôme ou une version contrefaite d'Abel erre en essayant de semer le trouble. Mais dès qu'il pose les yeux sur le véritable Abel, l'homme tombe à genoux. Abel se précipite pour l'aider à se relever en s'excusant de l'avoir fait s'inquiéter comme ça, le pauvre vieil homme. Le maître de guilde n'apprécie pas, lui reprochant d'avoir traversé un enfer absolu depuis qu'il a appris qu'Abel avait disparu. Finalement, ses yeux se posent sur notre gars, et il veut savoir qui est ce magicien. Abel fait de nouveau l'honneur de présenter son sauveur, une fois de plus, et le maître de guilde se présente avec plaisir comme Hugh McGlass, même si en ce moment il ressemble plus à un gestionnaire fatigué d'un McDonald's après une longue journée. Quand il remercie notre garçon, Rio dit juste qu'il était au bon endroit au bon moment. Abel passe alors en mode affaires et commence à discuter de l'approbation du rang de Rio avec Hugh. Quand le vieux demande s'ils ont des preuves, Abel admet que c'est une question légitime. Mais il fait aussi clairement comprendre que Rio est beaucoup plus fort que lui. Juste à ce moment-là, Abel laisse tomber toutes les pierres de monstres sur la table, disant au maître de guilde qu'ils les ont ramassées, de créatures qu'ils avaient vaincues en chemin. Monsieur McGlass met un instant pour vraiment réaliser ce qu'il regarde avant de comprendre qu'il s'agit de pierres de wyvern, et à en juger par la quantité, ils auraient eu besoin d'une armée entière pour en abattre autant. Lord dit qu'il a quelque chose d'encore plus effrayant à révéler, expliquant qu'il chassait ces wyverns au sud des monts maléfiques. C'est alors qu'Abel finit par laisser échapper que la chaîne de montagnes qu'ils avaient traversée n'était autre que la chaîne maléfique. Et quand Rio fait remarquer que ça ressemble au genre de nom inventé spécialement pour dissuader les gens d'y aller, le maître de guilde le confirme, affirmant que personne n'en est jamais sorti vivant. La plupart des gens n'oseraient même pas s'approcher de la zone, sauf en cas d'absolue nécessité. Abel soutient alors que cela devrait suffire à faire monter Rio en grade. Et le maître de guilde lève simplement les mains en signe de reddition, réalisant qu'il est inutile de tester quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il est complètement au-delà de ce que la guilde peut mesurer. Juste à ce moment-là, les coéquipiers d'Abel arrivent. Ils se précipitent vers la porte, s'excusant de les avoir inquiétés, pendant qu'Abel se consacre entièrement à une réunion tant attendue avec Lynn, Rhea et Warren. Le maître de guilde demande à la réceptionniste, Nina, d'apporter les matériaux d'inscription nécessaires au bureau. Alors que Rio quitte la pièce, Abel l'appelle et lui demande d'attendre à la réception, car il y a un endroit où il veut l'emmener ensuite. Le maître de guilde conduit alors notre garçon dans son bureau. Lorsque Rio évoque timidement la question d'une montée en grade, le vieil homme lui assure que, même si Abel est un prodige, il sait très bien que même Abel
ne pourrait pas abattre à lui seul tout un essaim de vouivres. En lui tapotant l'épaule, il se rend compte que le gamin a une sacrée carrure pour quelqu'un censé être un mage. À ce moment-là, Nana revient avec les formulaires d'inscription et commence. Elle se présente officiellement comme employée du Guilde des aventuriers de Loot et entame l'entretien. Elle pose quelques questions de base et lui fait savoir qu'après l'inscription, il sera éligible pour séjourner dans les logements de la guilde pendant jusqu'à 300 jours. Lorsqu'elle découvre qu'il n'est jamais allé dans un donjon auparavant, elle recommande le cours d'introduction mensuel au donjon de la guilde et l'encourage à y participer. Ryo montre un intérêt surprenant, et après avoir terminé l'entretien, elle lui demande de placer sa main sur le cristal pour compléter le processus. Étonnamment, il n'explose pas et ne se brise pas comme dans ces scènes d'anime avec des personnages isekai surpuissants. L'inscription se passe sans encombre, et notre garçon reçoit enfin sa carte officielle de guilde. Après leur départ, le maître de guilde pousse un profond soupir, pouvant enfin se détendre un peu maintenant câblé de retour. Avec la charge de travail qui s'était accumulée depuis la disparition du gamin, le vieil homme se sent sincèrement soulagé et reconnaissant envers Ryo de l'avoir ramené, décidant en silence qu'il lui en doit une. Pendant ce temps, après s'être inscrit, Ryo retrouve Able qui l'entraîne avec lui pour récupérer sa récompense de la mission d'escorte. En chemin, Able propose de lui acheter des vêtements convenables et peut-être même un bâton. Ryo, encore incertain de la nécessité d'un bâton, pose des questions à ce sujet et Able répond, avec désinvolture qu'il pensait que tous les magiciens en utilisaient un. Ryo hausse les épaules et explique qu'il se débrouille très bien sans, et il lâche même la bombe qu'il utilise son épée pour se battre de près. Cela surprend Able car il n'a jamais vu Ryo porter une épée. Ryo sort alors sa lame qui ressemble plus à un grand couteau pour Able. Ryo commence à poser des questions à Able sur quelques notions de base de ceci monde, et ce qu'il apprend lui fait lever les sourcils. Les jours de la semaine, les heures dans une journée, et même comment il mesure les choses en centimètres, c'est exactement la même chose que sur Terre. Avec le curry qui est déjà un plat ici, cela semble trop spécifique pour être aléatoire. En mettant tout cela ensemble, Ryo conclut que quelqu'un d'autre a dû être lié à ce monde bien avant lui. Une fois qu'ils ont terminé leur course, Able l'emmène à la fête organisée pour célébrer son retour. Le lendemain matin, pendant que Nana montre à Able où il va séjourner, elle se plaint que l'endroit semble lent. Apparemment, un certain Rod ne voulait pas que Ryo quitte la fête, car il considérait Abel comme un frère et se sentait fortement redevable envers Ryo. Peu après, Ryo est conduit à la chambre numéro 15, où il partagera la chambre avec deux autres garçons de son âge. Le plus énergique est Nils, tandis que le blond calme s'appelle Ito. Alors que Nana sort, Nils ne peut s'empêcher de parler de sujet du cœur et semble avoir un sérieux béguin pour elle. Ito lui dit sèchement qu'il n'a aucune chance, pas avec toute la concurrence qu'il y a. Mais Nils reste confiant, affirmant que c'est le rêve de tout homme de réussir et de conquérir une belle femme. Ava ignore simplement les rêveries bruyantes du gars et se tourne vers Ryo, lui demandant de garder les choses informelles entre eux. Juste à ce moment, Nana revient et présente un nouveau colocataire, nommé Amon, qui a l'air un peu plus jeune que les autres. Avant de repartir, elle dit à Ryo d'être prêt le lendemain avec Amon, puisque tous deux sont programmés pour cette séance d'entraînement en donjon. Pendant ce temps, Able a du mal à convaincre l'équipe des capacités de Ryo. Lynn soutient que Mur de Glace est clairement un sort d'eau, mais il est si mince que même une attaque d'air basique devrait suffire à le briser. Elle dit qu'épaissir le mur et le laisser tomber sur des golems ressemble plus à quelque chose tout droit sorti d'un conte de fées. Alors que Lynn continue de faire des histoires, Ryo essaie de la calmer, en lui rappelant qu'Able ne fait que décrire ce qu'il a vu. Bien que Lynn finisse par se retirer, elle refuse toujours de croire que descendre des wyverns avec des lances de glace est possible, surtout puisque ces créatures sont protégées par des barrières de vent. À ce moment-là, Ryo mentionne que le seul mage connu pour réaliser des exploits comme ceux qu'Able a décrits était le légendaire magicien de l'Inferno. Elle admet que Ryo semble être une trouvaille rare mais partage aussi son inquiétude que si quelqu'un s'il s'était jamais allié à l'Empire d'Ibui, ce serait fini. Able, cependant, est convaincu que Ryo ne ferait jamais ça. Lorsqu'on lui demande pourquoi, il dit simplement que le gars déteste le nom de Dibui, ce qui semble assez suspect pour son équipe. Ryo et le nouveau, Amon, assistent ensemble à leur premier cours d'ingénierie. Et après 5 jours de cours, le professeur termine enfin la partie théorique. Avec cela terminé, il est temps de passer à la pratique jusqu'à ce qu'il annonce qu'ils vont visiter la première couche d'un vrai donjon. Amon commence immédiatement à paniquer, mais Ryo lui dit de se détendre, le prévenant que s'angoisser si tôt ne fera que l'épuiser avant même midi. Avant de partir, le professeur ouvre la séance de questions et Ryo lève la main. Il demande s'il est possible de se téléporter instantanément à un étage de donjon une fois qu'il a été nettoyé. La question, clairement inspirée par ses connaissances, tirée de l'anime Ice Sky, capte l'attention de tous. Le professeur est un peu surpris mais vraiment impressionné que Ryo connaisse un tel détail. Malheureusement, il explique que cette caractéristique particulière n'est que rumeur, et qu'elle existe seulement dans les donjons situés dans les provinces du Sud. Celui de Lune n'offre hélas rien de tel.
Amon se tourne vers notre garçon, clairement impressionné, et admet qu'il est surpris que Rio sache tout ça, disant même qu'il mérite vraiment ce rendez de l'oiseau matinal. Une fois que tout est en ordre, le professeur conduit la classe à le bord du donjon tout en leur donnant un peu d'histoire. Il explique comme toute la ville de Lune a été construite à l'origine autour de ce donjon, et que tous les quelques années, la population de monstres à l'intérieur augmente considérablement. Ce phénomène est connu sous le nom de grande marée. Pendant ces périodes, les créatures atteignent la couche supérieure, c'est pourquoi d'énormes murs doubles ont été construits pour les empêcher de s'échapper et de semer le chaos dans la ville. Amon semble un peu inquiet, mais le professeur le rassure en disant que la marée, le phénomène du bord ne se produit que tous les quelques années et le prochain n'est pas attendu de sitôt. Donc les Rifties n'ont pas de quoi s'inquiéter. Alors qu'ils approchent de l'entrée, le professeur indique un comptoir de guilde, posté juste au début du donjon et explique que chaque aventurier doit enregistrer son nom et son heure d'entrée avant de pénétrer à l'intérieur. Rio remarque que son colocataire a du mal et lui dit de prendre de grandes inspirations. Une fois à l'intérieur, le professeur informe les élèves qu'ils sont libres d'explorer par eux-mêmes puisqu'il n'y a pas de monstres puissants à proximité. Alors que notre duo avance, Rio sent soudainement un monstre et dit à Amon de se préparer, en disant qu'il va le retenir avec de la magie pour qu'Amon puisse frapper. Un instant plus tard, un soldat apparaît, et Rio explique rapidement que la façon la plus simple de s'en débarrasser est de viser la base de son cou. Il fait alors semblant de lancer une incantation et tire 8 lances de glace, immobilisant la créature, et donnant à Amon l'occasion parfaite de l'achever sans difficulté. Rio prend un moment pour expliquer comment extraire la pierre magique du corps du monstre, puis les deux retournent ensuite célébrer leur première expédition et chasse réussie. Ce soir-là, les colocataires organisent une petite fête où Ito les félicite d'avoir abattu un soldat entier dès leur première tentative. Amon admet humblement qu'il n'a pu le tuer que parce que Rio l'avait déjà immobilisé. Mais Rio minimise la chose et préfère laisser Amon en tirer le mérite. Ito demande ensuite quels sont leurs plans pour le lendemain et Amon répond vite qu'il est prêt à retourner dans le donjon. Rio accepte de le rejoindre à nouveau mais mentionne qu'il prévoit d'atteindre le 3e étage cette fois. Le groupe commence à se demander pourquoi un soldat n'est apparu au 1er étage alors qu'il y a généralement seulement des monstres faibles comme des chauves-souris dans les parages. Ito mentionne qu'il y a eu plusieurs rapports de observation similaires au 1er et 2e étage ces derniers mois, ce qui amène Rio à se demander ce que des monstres plus forts font même là-dessous. Juste à ce moment-là, Edible fait une entrée remarquée et explique que les soldats peuvent en fait forer leur chemin vers les étages supérieurs. Edible se présente alors correctement au colocataire de Rio et se moque de Rio, affirmant que le gars a clairement de sérieux problèmes de personnalité, leur demandant de veiller sur lui. Rio demande simplement s'il est si désireux de se battre. Pendant ce temps, les amis de Rio reconnaissent Abel du dragon cramoisi et faillit se faire pipi dessus à cause de la pression. Nils se redresse, se présentant comme un épéiste et expliquant comment, en tant qu'aventurier de rang F, il voit Abel comme un héros. Il est honoré de lui serrer la main, ce qu'Abel accepte humblement, tout en lui conseillant de travailler dur, mais avec modération. Rio demande alors à Abel pourquoi il traîne si tard à fouiner ainsi, et Abel explique que la quête que son groupe a acceptée a fini par durer plus longtemps que prévu. À ce moment, le groupe d'Abel arrive et se plaint que il se tourne les pouces au lieu de se présenter à la guilde. Abel prétend qu'il ne faisait que remplir son devoir de vétéran en guidant les nouveaux. L'un dit alors au grand Warren de s'en occuper et Warren soulève Abel sur son épaule, le prend sur son épaule et l'emporte comme un poids mort. L'un s'approche de notre jeune homme et fixe droit ses yeux avant de tourner brusquement le dos et de s'éloigner. Rio s'excuse rapidement pour cette intrusion soudaine, en disant qu'ils avaient besoin de leur chef en urgence. Alors que l'escouade du dragon écarlate s'éloigne vers l'accueil, Rio commence à se disputer avec l'un au sujet des bonnes manières et lui dit d'arrêter de dévisager les gars comme ça. L'un répond que si Rio est vraiment au 5 mage, comment pourrait-elle ne pas s'intéresser à lui? Abel essaie de faire le cool et dit aux filles qu'elles vont bientôt être témoins du pouvoir de son sauveur, mais l'équipe le fait taire sur le champ. Le lendemain matin, Iman se lève tôt et court pratiquement vers le donjon, essayant de se fatiguer avant l'arrivée de l'unité. Rio lui dit de ralentir un peu. Une fois à l'intérieur du donjon, il se retrouve face à un groupe de loups qu'ils abattent sans trop de difficultés, et Iman semble gagner en confiance. Pendant qu'il se repose, Rio fait remarquer que le style de combat d'Iman ressemble un peu à celui d'Abel. Iman dit qu'il l'a appris de quelqu'un et que cela pourrait être un style de l'école ou, bien qu'il ne soit pas trop sûr. Rio remonte le moral, disant qu'il fera des merveilles une fois qu'il aura pris le coup et le compare même à Obel. Iman note alors que Rio lui-même est assez habile avec l'épée malgré le fait qu'il soit magicien. Rio explique qu'il a eu la chance d'avoir un mentor qui s'entraînait avec lui il y a longtemps, même s'il n'est pas sûr que son style soit si courant. Il donne ensuite aux débutants quelques conseils pour rester constant comme Abel et sur la façon de gérer son endurance, et Iman semble motivé par ses conseils. Le lendemain, Rio prévoit de faire une pause du donjon et se dirige vers la bibliothèque, un endroit où il se sent vraiment à sa place.
Le bibliothécaire lui fait visiter tout en lui donnant des conseils sur où commencer. Alors que notre garçon sort, une obscurité soudaine l'entoure. Lui et il réalise rapidement que c'est une éclipse. À ce moment-là, une puissante attaque de feu le frappe par derrière. Mais Ryo réagit vite et utilise son bouclier pour bloquer les dégâts. Un demi-humain apparaît et d'après son apparence, Ryo pense que c'est un Akuma. Quelque chose qu'il a lu dans le compendium avancé dans sa hutte. Il se dit qu'elle est probablement de la même force qu'un Behemoth, ou un Greyfront et envisage de prendre la fuite. Mais l'Akuma attaque avant qu'il n'ait la chance. Ryo s'en sort assez bien au début, mais elle finit par le maîtriser. Elle semble impressionnée qu'il puisse supporter son feu infernal, mais ce qui la déstabilise, c'est qu'il a dévié la lance devant au lieu de se faire transpercer. À ce moment-là, elle remarque la robe qu'il porte, celle du roi des fées, et dégaine sa lame, décidée à tout donner. Ryo sort la sienne et tient sa position face à elle. Alors que l'éclipse s'estompe, leur combat s'intensifie et Ryo est forcé de se mettre en position défensive juste pour la repousser. La femme a du mal à croire que le roi des fées ferait confiance au garçon pour tout, y compris sa lame, et exige de savoir qui il est vraiment. Elle commence alors à lancer un sort de feu, mais avant même d'avoir pu le terminer, Ryo l'annule avec sa magie de glace, plongeant la dame dans une spirale, en se demandant comment il peut être aussi rapide. Elle met tout ce qu'elle a pour essayer de faire tomber notre garçon. Mais Ryo parvient à tenir le coup en enchaînant des frappes d'épée, et des attaques magiques en même temps. Sa magie porte enfin un coup solide, brûlant une partie de sa peau et Ryo ne perd pas de temps et se jette sur elle pour passer à la phase finale. Cependant, au moment où il choque sa lame contre la sienne, il se rend compte qu'elle guérit à une vitesse incroyable, et l'instant d'après, il se retrouve projeté contre un mur. Elle sort alors son sort de feu d'atout, prête à y mettre fin, mais remarque soudain de l'eau qui éclabousse partout. Au moment où une goutte tombe sur elle, il s'avère que c'est brûlant et la douleur la fait crier à haute voix. Cela ne fait qu'alimenter sa rage, mais juste au moment où elle s'apprête à s'en prendre à notre garçon à nouveau. Elle s'arrête et dit qu'elle n'a plus de temps maintenant, avec l'éclipse presque terminée, et admet qu'elle ne se souvient même pas de la dernière fois qu'elle s'est autant amusée. Elle qualifie notre garçon d'amusant, bien que Ryo n'ait clairement aucun intérêt à poursuivre la conversation, rendant cela évident qu'il n'a pas apprécié une seule partie du combat. Elle parle d'un cloître étant un cas spécial et se présente comme Léonore Irasa Albuquerque blablabla, avant de demander qui il est. Notre garçon lui donne son nom et l'appelle une Akuma, ce qui attire son attention car elle se demande comment un humain pourrait les connaître. Elle se plaint qu'elle aurait dû l'achever pendant qu'elle en avait le temps. Puis admet que cela n'aurait probablement pas été possible tant que la limite de temps était en vigueur. En se tournant pour partir, elle insiste sur le fait qu'ils se reverront. Alors que Ryo espère en silence que leurs chemins ne se croiseront plus jamais. Elle lui lance un dernier défi, affirmant que sa vie lui appartient désormais et qu'il n'a pas le droit de mourir de la main de quelqu'un d'autre, promettant de revenir encore plus forte. Ryo pousse un soupir et se rend compte que si ce n'était pas pour la robe, il aurait déjà un trou à l'épaule gauche. La tête lui battant, il décide d'aller chercher quelques livres à la bibliothèque après avoir retiré de l'argent. En consultant son compte, il découvre une petite fortune, et se demande combien il a bien pu gagner avec les pierres de Wyvern. Soulagé à l'idée que l'argent ne sera plus un problème, il rentre chez lui pour ne trouver personne. En s'approchant de la fenêtre, il voit ses amis se faire prendre en embuscade par ce type, Dan, et sa bande. Dan commence à se disputer avec les amis de Ryo, en demandant si les monstres sont censés annoncer leurs attaques à l'avance, et Ryo réplique, demandant si Dan est vraiment prêt à subir le même sort. En un rien de temps, Ryo met toute la bande hors d'état de nuire, les frappant. Assez difficile pour les faire pleurer pour leur maman. Il se tourne alors vers son ami prêtre et lui tend une potion d'abord pour qu'il puisse aider les autres à se rétablir. Plus tard, en prenant un bain, Ino commence à soigner Ryo et se demande qui pourrait bien avoir la force de porter un coup comme ça à quelqu'un d'aussi résistant. Lorsque tous ses amis demandent qui c'était, Ryo évite la question et dit qu'il leur racontera un autre jour. Il se rappelle comment ce personnage de Léonore Uraka Albuquerque mentionne quelque chose à notre sujet, ce qui signifie clairement qu'il y en a d'autres comme elle. Mais pour l'instant, Ryo décide de ne pas surmener son petit cerveau avec toutes ses réflexions lourdes et se contente de se détendre dans le bain chaud. C'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.